que vous allez vivre aujourd'hui, là, c'est un peu le quotidien de chaque intervenant au niveau de ce qu'on fait au niveau de l'urgence. On va commencer en premier avec une conférencière qui s'appelle Madame Lise Lebel. Madame Lebel, elle, sa fille a été victime de la route en 2010. Puis elle va vous expliquer comment est-ce qu'elle a perçu ce genre de situation-là. 3 mai 2010, j'ai perdu tout ce qui me définissait dans cette vie. J'ai perdu mon unique enfant. Comme à chaque départ de la maison, je lui ai rappelé ô combien c'était important d'être prudente sur la route. J'en étais agaçante, tellement que je la harcelais avec ça. Malgré toutes les fois que je l'ai dit à Catherine, malgré toutes les fois où j'aurais voulu la retenir vers moi, ce soir-là, c'est quelqu'un d'autre qui a pris une décision à sa place. C'est quelqu'un d'autre qui est venu jouer dans sa vie à elle. Elle est partie ce soir-là pour aller retrouver des amis. Et quelques minutes plus tard, sur l'autoroute, à moitié chemin entre chez elle et l'université, c'était déjà la fin pour elle. Déjà le moment de partir sans nous dire adieu. La délinquante s'est arrêtée sur le côté de la route. Elle a fait demi-tour et elle a repris en sens inverse. Elle a croisé d'autres véhicules. Elle a continué sa course et elle s'est dirigée droit sur un semi-remorque qui transportait 127 000 livres de marchandises. Le conducteur, qui voit le véhicule arriver sur lui, a activé ses flûtes. La conductrice n'a eu aucune réaction. Alors il a dû, lui aussi, se ranger sur la côte-mer rapidement. La délinquante a finalement fini sa course en dirigeant intentionnellement son véhicule sur celui de Catherine. Ce moment maudit que tout parent redoute la présence de 2 policiers de la Sûreté du Québec à ma porte à 10 h le soir. Ces 2 membres de la Sûreté du Québec, je vous le dis, qui s'introduisent chez moi pour m'annoncer la terrible nouvelle. Parce qu'ils savent que ce qu'ils viennent de m'annoncer, ça va détruire ma vie. Mais ils savent surtout que ça aurait pu leur arriver à eux autres. Ce soir-là, c'est mon tour, mais ça va être le tour de quelqu'un d'autre demain, après-demain et après-demain. Puis ils ont probablement tiré à pile ou face à savoir lequel des 2 qui aurait à m'annoncer cette triste nouvelle. Bonsoir, madame. Vous êtes bien la mère de Catherine Beaulieu. Nous avons le regret de vous informer que votre fille est décédée ce soir d'un accident de la route impliquant une conductrice qui était vraisemblablement en état d'ébriété. C'est comme si un courant foudroyant venait me traverser le corps. Il a rentré dans ma tête et il a fini au bout du pied. Non! À ce moment-là, je pleure pas. Je hurle toute la souffrance qui ne pourra jamais s'extirper de mon corps. Toute mon énergie se dissout en un claquement de doigts. Je m'écroule, je suis sans mots, je suis sans vie et je suis surtout sans aucun avenir. Est-ce que Catherine a crié à la mort, sa mère? Alors je dois vivre avec ça tous les jours. Rendu sur place, la police, le personnel nous prend en charge. Les infirmiers, médecins. Et encore une fois, je vois encore la détresse dans les infirmières, dans les médecins, les policiers, les ambulanciers. Je la vois la détresse qu'ils sont en train de vivre. Parce que vous devez comprendre que ce soir-là, ils ont été confrontés à une énorme injustice. La réalité difficile soit celle de devoir survivre à la mort d'une jeune fille, mais aussi de devoir soigner une femme qui était encore extrêmement intoxiquée par l'alcool et qui criait à la mort pour être soignée. Alors ils ont dû ce soir-là être obligés de continuer à faire le job. Puis vient le moment où l'on m'autorise à la voir. Dès que je l'aperçois, je ne peux pas m'empêcher de pleurer son nom pour qu'elle sache que je suis arrivée. J'ai de la difficulté à la reconnaître, mais je suis convaincue qu'elle est là et que ce lien qui nous définissait est encore plus fort que jamais. Je lui ai pris la main droite. Ce seul petit bout de membre qui n'aura pas été abîmé dans l'accident. Du bout des doigts au poignet. Selon le rapport du coroner, ça nous démontre très bien les ravages de cet accident violent sur le corps de Catherine. Fracture et affaissement du crâne à 45 degrés, multiples fractures au niveau du thorax, des 2 membres supérieurs,
multiples fractures au niveau du bassin, fémur, genoux, pieds. Il n'y aura jamais de futur avec elle, jamais de projet ensemble, jamais de petits-enfants à tenir dans mes bras, jamais de tendre vieillesse à ses côtés. Dans le monde des humains, la vie ne vaut rien. On se l'enlève, on se la gage, on se la casse. La vie passe après l'argent, après le pouvoir, après Dieu. La vie passe même après l'amour. Le monde se fout de ce qu'il y a de plus important, le monde est fou. Le monde ne distingue que son bien et que son mal. Et plutôt que de changer, que de bâtir une société qui placerait la vie au-dessus de tout, l'humain préfère justifier sa folie, l'excuser, la codifier. En fin de compte, les morts ont toujours tort. Elle s'appelait Catherine et elle croyait avoir la vie devant elle pour accomplir de grands projets. Elle s'appelait Catherine et elle croyait vivre dans un monde de grande justice et de respect. Elle s'appelait Catherine et elle ne se serait jamais contentée de devenir un simple souvenir ou une statistique. Alors la seule logique dans toute cette histoire, c'est qu'on lui aura imposé une sortie spectaculaire pour que jamais personne ne l'oublie. Alors, mon objectif principal est de réussir aujourd'hui à vous convaincre que d'avoir une conduite responsable sera toujours votre meilleure option. Parce que chaque fois que quelqu'un prend le risque de consommer alcool, drogue au volant, chaque fois que quelqu'un se donne le droit d'emprunter la route à des vitesses excessives, il choisit de changer la règle de vie, soit celle de respecter les autres et de se respecter aussi en même temps. Et malheureusement, c'est souvent le comportement en groupe qui façonne cette réalité-là. Parce qu'on a tous envie, à un moment donné, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une gang, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit même au travail. On a envie d'adhérer à ça parce que ça nous donne le sentiment d'être des surhumains, d'être une personne différente, d'être une personne. Moi, ce que je dis de ces individus-là, c'est que c'est les cools ou les kings. Les kings du groupe, les cools du groupe, puis je suis certaine que vous en connaissez déjà. Plusieurs de ces personnes-là se donnent tous les droits sans égard pour les autres. Ils intimident, ils bafouent, ils harcèlent, ils blessent. Il y en a même qui vont jusqu'à enlever la vie. Et en bout de ligne, ils cherchent toujours la justification parce qu'ils sont convaincus que c'est pas nécessairement de leur faute. Ils ont tout détruit autour d'eux, mais ils prennent pas conscience que cette réalité-là leur appartient. Des cools puis des kings. Pourquoi qu'il y a des cools puis des kings qui finissent par apparaître dans notre société? C'est parce qu'il n'y a personne qui a envie de subir de l'intimidation. Il n'y a personne qui a envie d'être le bouc émissaire de notre gang, donc on se dépêche à adhérer à la gang qui est la plus forte pour essayer le plus possible de passer dans l'ombre. Alors on s'adapte au groupe, on se forge une carapace, on change notre identité. Des super cools, je pourrais vous en nommer une liste très longue. Mais cet après-midi, je vais vous en présenter 3. 3 jeunes garçons qui étaient considérés comme des super cools dans leur entourage. Tommy Lacasse, un jeune garçon de la Beauce, 18 ans. Tommy a eu une sentence de 6 ans et demi de prison et 9 ans d'interdiction de conduire. Il a été reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies, ayant causé la mort de Caroline Forcier, 17 ans, et Nadia Bruno, 18 ans. Sur le moment de l'accident, il avait consommé alcool, drogue, et au surplus, il allait à une vitesse excessive. Mais étant donné que c'est un super cool, mais avant même que son procès ait lieu, il s'est permis d'avoir 2 bris de condition. Alors, il y a eu l'accident, il est passé devant le juge lui a donné des conditions et il n'a pas respecté ces conditions-là et à 2 reprises, il a décidé de briser cette entente-là qu'il avait prise avec le juge. Un autre jeune garçon, Alex Simoneau Minot, 18 ans, 42 mois de prison, 5 ans d'interdiction de conduire.
Il a été reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort de Roxane Bellomo et Jonathan Roy, 2 jeunes étudiants à l'Université de Trois-Rivières. Mais lui, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'étant donné qu'il était un super cool, quelques semaines avant cet accident-là, il s'est visionné à l'intérieur de son véhicule en train de consommer de l'alcool avec un de ses chums. 2 ou 3 semaines avant l'accident. Parce que quand on est cool, tant qu'à y être, on l'est jusqu'au bout. Donc, il s'est visionné et il l'a aussi mis sur les réseaux sociaux. Avant même son procès, il s'est offert le luxe d'aller se bagarrer dans un bar. Et là, vous allez me dire, mon Dieu, mais ces gars-là, ben, c'est pas nous autres. Ben non, parce que je suis certaine qu'il serait à l'intérieur de votre groupe aujourd'hui, vous ne seriez même pas en mesure d'identifier que c'était un délinquant dans l'âme. Alors, il faut toujours faire attention, la ligne, elle est très mince. Et mon tout dernier, Robert Bélanger, celui-là, c'est mon meilleur, parce que lui, 22 ans, 6 ans de prison, 10 ans d'interdiction de conduire. Il a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort de Ronia Mansourian, une jeune fille de 15 ans qui attendait sur le bord du trottoir en face de son école, et monsieur est venu la faucher en avant de son école secondaire. Mais au surplus, ce qu'il y avait de plus intéressant dans son pedigree, c'est qu'il y avait à son actif 24 suspensions de permis de conduire. À 24 reprises, il y a des policiers qui l'ont arrêté parce qu'ils considéraient que sa conduite était dangereuse. Lui, Robert Bélanger, c'était un expert de la vitesse. Mais non seulement qu'il y avait 24 suspensions de permis de conduire, à 9 reprises, il a été sanctionné par un juge parce qu'il avait utilisé tous ses points de démérite. Fait que lui, il a utilisé ses points de démérite. Ben lui, il pensait que c'était comme un guichet automatique. Tu sais, quand tu les as finis, t'en as encore qui reviennent dans ton compte. Mais lui, il a fallu qu'il enlève la vie à quelqu'un pour peut-être finir par comprendre. La seule chose que ces garçons-là ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous été obligés de passer par un pénitencier fédéral. Leur vie est au point mort. Il y en a dans ceux qui sont encore présentement en pénitencier. Et je peux vous garantir, pour des jeunes de cet âge-là, reprendre le cours de leur vie, ils seront plus jamais capables de revenir comme c'était avant. Mais si on regarde sur le côté, il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes. Il y a eu des victimes dans toutes ces histoires-là. Les victimes, eux autres, c'est jour après jour qu'ils se doivent de subir l'absence de quelqu'un, que ce soit leur enfant, leurs parents, leurs amis. Purger leur peine, c'est essayer de survivre à l'inacceptable. Purger leur peine, c'est se donner du courage à tous les jours pour essayer d'affronter ce que la vie leur a enlevé. Alors qu'on soit victime ou délinquant, la différence n'est pas tellement grande. Parce que soyez assurés que chaque acte criminel nous transporte toutes dans la douleur. Que ce soit un délinquant ou une victime, la douleur est presque similaire. Chaque acte criminel éclabousse toute une collectivité. Alors moi, ce que je vous dis après-midi, est-ce que de bafouer les règles, ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se rendre jusque-là? Moi, je pense que la réponse est claire.